En 1870, John Davison Rockefeller a 31 ans. Il possède une raffinerie de pétrole à Cleveland, Ohio, une parmi des centaines. L'industrie pétrolière américaine est un chaos absolu. Des prix qui s'effondrent d'une semaine à l'autre, des foreurs qui font fortune le lundi et font faillite le vendredi, des puits qui s'épuisent sans prévenir, des raffineries qui surgissent et disparaissent comme des champignons après la pluie. Personne ne contrôle rien. Personne ne comprend rien. C'est la jungle pure. 40 ans plus tard, un seul homme contrôle 91% du pétrole raffiné aux États-Unis. Il dicte les prix à la planète entière. Il finance des gouverneurs, des sénateurs, des présidents. Ses avocats rédigent des lois. Ses chemins de fer transportent ou bloquent les marchandises de ses concurrents selon ses instructions. Son empire génère des profits si colossaux que ses comptables ne savent plus comment les dépenser. Cet homme n'a jamais foré un seul puits de pétrole de sa vie. Ce n'est pas l'histoire d'un génie industriel qui a construit des machines plus efficaces ou découvert de nouveaux gisements. C'est l'histoire d'un homme qui a compris quelque chose que personne d'autre n'avait compris. Le pétrole lui-même n'était pas la source du pouvoir. Le tuyau qui transportait le pétrole, voilà la source du pouvoir. Et celui qui contrôle le tuyau contrôle tout le reste. Le 27 août 1859, Edwin Drake fore le premier puits de pétrole commercialement viable de l'histoire américaine à Titusville, Pennsylvanie. Profondeur 21 mètres. Production initiale 25 barils par jour. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. En 6 mois, la région est envahie. Des milliers d'hommes affluent de tout le pays, des fermiers, des vétérans de la guerre de sécession, des aventuriers, des escrocs, des ingénieurs. En 1861, un puits à Oil Creek produit à lui seul 3000 barils par jour, faisant s'effondrer le prix du baril de 10 $ à 10 cents. Des fortunes se construisent et s'évaporent en l'espace de semaines. Des villes entières surgissent dans la boue, peuplées de milliers d'hommes, puis disparaissent quand les puits s'assèchent. L'industrie pétrolière naissante souffre d'un problème fondamental et insoluble, une surproduction chronique. Chaque fois que le prix monte, de nouveaux foreurs entrent sur le marché, font exploser la production et le prix s'effondre à nouveau. Personne ne peut planifier, personne ne peut investir à long terme, personne ne peut construire une structure industrielle stable dans ce chaos permanent. Sauf un homme qui ne s'intéresse pas à la production du tout. Rockefeller observe cette chaos depuis Cleveland et tire une conclusion que ses contemporains n'atteignent pas. La valeur n'est pas dans le pétrole brut, trop abondant, trop volatile, trop imprévisible. La valeur est dans la transformation, le raffinage, et plus encore dans la logistique, le transport entre le puits et le consommateur final. Celui qui maîtrise ces deux maillons de la chaîne n'a pas besoin de posséder un seul puits pour dominer l'industrie entière. En 1863, à 24 ans, Rockefeller investit dans sa première raffinerie à Cleveland avec un associé, Samuel Andrews. 2 ans plus tard, il rachète la part de ses associés initiaux et prend le contrôle total. En 1867, sa raffinerie est déjà la plus grande de Cleveland. En 1870, il fonde la Standard Oil Company of Ohio avec un capital initial de $1 million. Il a 31 ans. La mécanique qu'il va mettre en place dans la décennie suivante va redéfinir la notion même de pouvoir économique dans l'histoire moderne. L'Amérique de 1870 est un pays de chemin de fer. Les grandes compagnies ferroviaires, la New York Central, l'Erie Railroad, la Pennsylvania Railroad, transportent tout, le grain, l'acier, le charbon et le pétrole. Sans elles, rien ne bouge. Sans elles, aucune industrie ne peut fonctionner à grande échelle. Les tarifs ferroviaires sont publics. Ils sont censés s'appliquer à tous de manière identique. C'est la théorie. La pratique est radicalement différente. Les grandes compagnies ferroviaires font face à un problème constant. Leurs trains ne sont jamais complètement pleins. Un wagon vide qui roule coûte presque autant qu'un wagon plein. Pour maximiser leurs revenus, elles ont besoin de clients qui garantissent des volumes constants et prévisibles.
des clients capables de remplir des trains entiers sur une base régulière, plutôt que d'envoyer quelques barils de temps en temps. Rockefeller comprend ce besoin et en fait une arme. En janvier 1872, il orchestre ce qui passera à l'histoire sous le nom de South Improvement Company, l'une des manœuvres les plus audacieuses et les plus scandaleuses de l'histoire industrielle américaine. Il réunit en secret les principales raffineries de Cleveland et propose aux 3 grandes compagnies ferroviaires un accord simple. Standard Oil leur garantit des volumes massifs et réguliers. En échange, les compagnies ferroviaires accordent à Standard Oil des tarifs réduits, les rebates, qui ne sont pas disponibles pour ses concurrents. Mais ce n'est pas tout. Le dispositif contient une clause d'une perversité absolue. Les chemins de fer s'engagent non seulement à accorder des tarifs réduits à Standard Oil, mais également à verser à Standard Oil une partie des tarifs payés par ses concurrents. En d'autres termes, chaque fois qu'un raffineur concurrent expédie du pétrole par le train, il paie un tarif dont une fraction revient directement dans la poche de Rockefeller. La concurrence finance la destruction de la concurrence. Quand l'accord est découvert et rendu public en février 1872, l'indignation dans les régions pétrolières est explosive. Des milliers de foreurs et de petits raffineurs organisent des grèves, des boycotts, des manifestations. Le Congrès de Pennsylvanie annule le charter de la South Improvement Company sous la pression populaire. Rockefeller ne s'en préoccupe pas. L'accord formel est mort. Mais les relations informelles avec les chemins de fer, elles, survivent. Les rebattes continuent, discrètement, pendant encore 2 décennies. Et pendant ce temps, Rockefeller passe à l'offensive. Entre février et mars 1872, dans un épisode que les historiens appelleront plus tard The Cleveland Massacre, le massacre de Cleveland, Rockefeller achète ou détruit 22 des 26 raffineries concurrentes de sa ville en l'espace de 6 semaines. La mécanique est toujours la même. Ses représentants se présentent aux propriétaires de raffineries concurrentes avec une offre simple: vendre à Standard Oil au prix fixé par Rockefeller ou faire face à la concurrence d'une entreprise qui paie ses transports ferroviaires 2 fois moins cher. Sans accès à des tarifs comparables, aucune raffinerie indépendante ne peut vendre à un prix compétitif. La faillite est une question de mois, parfois de semaines. Certains propriétaires refusent. Rockefeller baisse ses prix en dessous du coût de revient dans leur marché spécifique, absorbe les pertes à court terme grâce à ses marges ailleurs, et attend. Quand la raffinerie concurrente est étranglée financièrement, il revient avec une offre encore moins généreuse. Les propriétaires qui acceptent de vendre reçoivent des actions Standard Oil plutôt que du cash, une décision qui, dans les décennies suivantes, les rend tous immensément riches. Ceux qui résistent finissent généralement par vendre à des conditions nettement moins favorables. En 1879, 9 ans après la fondation de Standard Oil, Rockefeller contrôle 90% des capacités de raffinage aux États-Unis. Mais il se heurte à un problème légal inattendu. Standard Oil of Ohio ne peut légalement posséder des actifs en dehors de l'État de l'Ohio. Or, son empire s'étend désormais sur des dizaines d'États. Chaque filiale est légalement une entité séparée, et les actionnaires de Standard Oil of Ohio ne peuvent pas légalement être actionnaires de ces filiales. La structure juridique de l'époque n'a pas prévu ce cas de figure, une entreprise trop grande pour exister dans un seul État. L'avocat de Rockefeller, Samuel Dodd, invente la solution. En 1882, il crée le Standard Oil Trust, une structure juridique entièrement nouvelle dans l'histoire du droit commercial. Les actionnaires des 39 sociétés affiliées à Standard Oil transfèrent de leurs titres à un conseil de 9 trustés qui gère l'ensemble de l'empire comme une entité unifiée. En échange, les actionnaires reçoivent des Trust Certificates, des certificats qui représentent leur part de l'empire consolidé. C'est la naissance du trust moderne. Une invention juridique qui permet de contourner les lois anti-monopole existantes tout en maintenant un contrôle centralisé absolu. L'empire est maintenant légalement blindé. Et il va continuer à croître. Rockefeller a bâti son empire sur le contrôle des chemins de fer.
Mais les chemins de fer ont un défaut fatal. Ils appartiennent à d'autres. Les compagnies ferroviaires peuvent, en théorie, changer d'avis, négocier avec des concurrents, augmenter leurs tarifs. La dépendance envers un intermédiaire, même un intermédiaire corrompu et acquis, reste une vulnérabilité. En 1879, la première solution à cette vulnérabilité émerge sous la forme d'un pipeline. Les pipelines, des tuyaux enterrés sous terre transportant le pétrole brut par pompage, existent depuis les années 1860. Mais ils sont courts, locaux, contrôlés par des petits opérateurs indépendants. Rockefeller voit dans cette technologie l'arme définitive. Si Standard Oil possède le réseau de pipeline, elle n'a plus besoin des chemins de fer pour le pétrole brut. Elle contrôle le transport à la source. Entre 1879 et 1890, Standard Oil construit ou acquiert systématiquement des milliers de kilomètres de pipeline à travers les régions pétrolières de Pennsylvanie, de l'Ohio, de l'Indiana, de l'Illinois. La résistance est féroce. Des foreurs indépendants sabotent les pipelines. Des États votent des lois pour bloquer leur construction. Des investisseurs concurrents tentent de financer leur propre réseau. Rockefeller répond à chaque obstacle avec la même méthode: acheter, contourner ou étrangler financièrement. Une compagnie de pipeline qui refuse de vendre voit ses clients rachetés un par Standard Oil jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien à transporter. Une loi d'État hostile voit ses partisans politiques soumis à des pressions économiques jusqu'à ce qu'ils changent de position ou soient remplacés. En 1882, Standard Oil contrôle 4000 km de pipeline. En 1890, ce chiffre dépasse 20 000 km. L'ensemble des régions pétrolières américaines est désormais relié à des terminaux de raffinage ou de stockage contrôlés par Standard Oil. Un foreur indépendant qui découvre un nouveau puits a deux options: vendre sa production à Standard Oil au prix fixé par Standard Oil, ou ne pas pouvoir l'acheminer du tout. Le verrou est total. La domination de Standard Oil n'est pas seulement américaine. À partir des années 1880, elle devient planétaire. Le produit central de Standard Oil n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'essence. En 1880, l'automobile n'existe pas encore. Le produit roi de l'industrie pétrolière de cette époque est la kérosène, l'huile lampante. Dans un monde sans électricité généralisée, chaque foyer, chaque usine, chaque rue de ville s'éclaire à la kérosène. La demande est universelle et croissante. Standard Oil raffine, conditionne et distribue la kérosène avec une efficacité que ses concurrents ne peuvent pas atteindre. Ces économies d'échelle lui permettent de vendre moins cher que n'importe qui. Ces réseaux de distribution couvrent l'ensemble du territoire américain et s'étendent en Europe, en Asie, en Amérique latine. En 1879, Standard Oil exporte 70% de la kérosène consommée en Europe. Ces barils bleus sont reconnaissables sur les marchés de Londres, de Paris, de Shanghai, de Bombay. Les agents commerciaux de Standard Oil négocient directement avec des gouvernements étrangers. L'Empire vend plus de kérosène à l'étranger que la Russie tsariste, qui possède pourtant les gigantesques gisements de Bakou sur la mer Caspienne. Les profits sont stupéfiants. Entre 1882 et 1906, Standard Oil distribue en dividendes cumulés l'équivalent de 550 millions de dollars de l'époque, une somme qui dépasse le PIB de nombreux pays souverains contemporains. La part personnelle de Rockefeller dans ses dividendes fait de lui l'homme le plus riche que le monde ait jamais vu, un titre qu'aucun autre individu n'a depuis disputé en termes de pourcentage de la richesse mondiale totale. Mais l'Empire attire les regards, et certains de ces regards sont dangereux. En novembre 1902, un magazine américain de premier plan, McClure's Magazine, publie le premier volet d'une enquête journalistique en 19 parties sur Standard Oil. L'auteur s'appelle Ida Tarbell. Elle a 45 ans. Son père était un foreur indépendant de Pennsylvanie, ruiné par les pratiques de Standard Oil dans les années 1870.
Tarbell passe 5 ans à compulser des archives, interviewer des anciens dirigeants et des victimes de Standard Oil, analyser des milliers de documents comptables et juridiques. Son travail n'est pas un pamphlet émotionnel, c'est une investigation documentaire d'une rigueur implacable qui démonte, pièce par pièce, la mécanique exacte des rebates ferroviaires, des rachats forcés et de la manipulation des prix. L'impact est dévastateur. McClure's atteint en 1902 un tirage de 370 000 exemplaires. Les articles de Tarbell sont lus par des millions d'Américains. Pour la première fois, l'opinion publique comprend concrètement comment fonctionne l'empire de Rockefeller, non comme une victoire méritée de l'efficacité industrielle, mais comme un système de prédation économique systématique qui a écrasé des milliers de familles d'entrepreneurs indépendants. Rockefeller, qui a toujours méprisé la presse, commet l'erreur de répondre publiquement. Ces déclarations, dans lesquelles il présente Standard Oil comme un bienfaiteur public qui a stabilisé les prix et rationalisé une industrie chaotique, alimentent la controverse plutôt que de l'éteindre. Le président Theodore Roosevelt, entré en fonction en 1901 après l'assassinat de McKinley, lit les articles de Tarbell. Il est déjà convaincu que les trusts constituent une menace pour la démocratie américaine. Standard Oil lui fournit le dossier parfait. En 1906, le gouvernement fédéral lance des poursuites contre Standard Oil sous le Sherman Antitrust Act de 1890, une loi votée précisément pour répondre à la création des trusts, mais jamais sérieusement appliquée jusque-là. Le 15 mai 1911, la Cour suprême des États-Unis rend son verdict. Standard Oil of New Jersey, la holding fêtière de l'Empire depuis la dissolution du trust originel en 1892, est déclarée en violation du Sherman Antitrust Act. L'ordre est donné de démanteler l'Empire en 34 entités indépendantes dans un délai de 6 mois. L'Amérique jubile. Les journaux célèbrent la victoire de la démocratie sur les monopoles. Ida Tarbell est congratulée dans tout le pays. Theodore Roosevelt, qui a quitté la présidence en 1909, considère le verdict comme l'une des grandes victoires de son héritage politique. Rockefeller, à 71 ans, apprend la nouvelle sur un terrain de golf. Il continue sa partie. Ce que ses adversaires n'ont pas calculé, ce que la Cour suprême elle-même n'a pas anticipé, c'est l'effet du démantèlement sur la valeur totale de l'Empire. Standard Oil était, en tant qu'entité unique, soumise à une certaine discipline de valorisation boursière. Une fois démembrée en 34 sociétés indépendantes, chacune avec son propre bilan, ses propres actifs, ses propres perspectives de croissance, les marchés financiers réévaluent chaque entité individuellement. La somme des parties se révèle énormément supérieure au tout. En moins de 2 ans après le démantèlement, la valeur combinée des 34 sociétés issues de Standard Oil dépasse la valeur de l'empire d'origine d'un facteur de plusieurs fois. Rockefeller, qui possède des participations dans chacune des 34 entités, voit sa fortune personnelle s'envoler à des niveaux qu'elle n'avait jamais atteints du vivant du trust. La décision judiciaire censée le ruiner le rend plus riche qu'il ne l'avait jamais été. Les 34 héritières de Standard Oil portent des noms qui dominent encore aujourd'hui l'industrie pétrolière mondiale. Standard Oil of New Jersey devient ExxonMobil. Standard Oil of New York devient Mobil, puis fusionne avec Exxon. Standard Oil of California devient Chevron. Standard Oil of Indiana devient Amoco, puis BP America. Standard Oil of Ohio devient BP. Atlantic Richfield, AERCO, est une autre héritière directe. L'empire démantelé en 1911 a engendré les 5 plus grandes compagnies pétrolières du monde occidental du 20e siècle. L'histoire de Standard Oil ne s'arrête pas au verdict de 1911. Elle commence. Quand la Première Guerre mondiale éclate en 1914, les successeurs de Standard Oil sont déjà les fournisseurs dominants de carburant pour les armées alliées. Les camions de la British Expeditionary Force, les moteurs des premiers avions militaires, les cuirassés de la Royal Navy brûlent du kérosène et du fuel oil raffinés par les héritières de l'empire de Rockefeller. Les stratèges militaires britanniques et français
comprennent en 1917 ce que Rockefeller avait compris en 1870. Celui qui contrôle le pétrole contrôle la guerre. Le maréchal Foch, commandant suprême allié, déclare en 1917 que « une goutte de pétrole vaut une goutte de sang ». Lord Curzon, ministre britannique des Affaires étrangères, résume l'issue de la Première Guerre mondiale par une formule lapidaire. Les Alliés ont flotté jusqu'à la victoire sur une vague de pétrole. Ce pétrole, en écrasante majorité, venait des raffineries et des réseaux de distribution que Rockefeller avait construits entre 1870 et 1911. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la domination s'accentue encore. Standard Oil of New Jersey, désormais connu sous le nom d'Esso, est le principal fournisseur de carburant des armées alliées sur tous les théâtres d'opération. Ces ingénieurs développent dans l'aviation fuel haute performance utilisée par les avions de chasse alliés. Ces raffineries en Amérique du Sud et aux Caraïbes produisent du pétrole à l'abri des bombardements allemands. Mais l'héritage de Standard Oil façonne aussi les conflits d'une manière plus sombre. Standard Oil of New Jersey maintient tout au long des années 1930 des accords commerciaux et des échanges de brevets technologiques avec l'AI, J.G. Farben, le consortium chimique allemand qui produit le caoutchouc synthétique et le carburant synthétique, permettant à la Wehrmacht de fonctionner indépendamment des importations pétrolières. Ces accords font l'objet d'une enquête du Sénat américain en 1942. Les dirigeants d'Esso sont accusés d'avoir retardé le développement du caoutchouc synthétique américain pour protéger leurs accords avec I.G. Farben, contribuant à une pénurie critique de caoutchouc en début de guerre. La mécanique rockefellerienne, contrôler les ressources, tous les acteurs, tous les côtés, survit à son créateur jusque dans les années les plus sombres du 20e siècle. John D. Rockefeller meurt le 23 mai 1937 à 97 ans. Il est le premier milliardaire de l'histoire humaine en termes nominaux. Sa fortune au pic de sa puissance, vers 1913, représente environ 1,5% du PIB total des États-Unis. En 2024, l'équivalent proportionnel dépasserait 400 milliards de dollars, faisant de lui de loin l'homme le plus riche de l'histoire moderne. Mais la mesure de son héritage ne se compte pas en dollars. Ce que Rockefeller a véritablement inventé, c'est la logique du contrôle infrastructurel comme forme suprême de pouvoir économique. Avant lui, les industriels cherchaient à dominer la production, à fabriquer plus, mieux, moins cher. Rockefeller a démontré qu'il existait une forme de domination encore plus absolue. Contrôler non pas ce qu'on produit, mais ce qu'on laisse circuler. Contrôler le tuyau, pas le puits. Cette logique a depuis été répliquée dans presque tous les secteurs économiques majeurs du 20e et du 21e siècle. Les réseaux de distribution alimentaire, les autoroutes de l'information, les plateformes numériques, les systèmes de paiement électronique, tous fonctionnent selon la même mécanique que Standard Oil, celui qui contrôle l'infrastructure par laquelle les autres doivent obligatoirement passer fixe les règles du jeu pour tous les autres acteurs. Les régulateurs qui ont démembré Standard Oil en 1911 pensaient avoir résolu le problème. Ils avaient seulement dispersé les pièces. Les 34 héritières ont reconstruit, séparément et collectivement, un niveau de domination pétrolière mondiale qui perdure un siècle plus tard. Et la leçon la plus glaçante est peut-être celle-ci, la loi antitrust la plus spectaculaire de l'histoire américaine, appliquée par le plus énergique des présidents progressistes, avec le soutien de l'opinion publique tout entière, n'a fait que rendre son cible plus riche. Quand un homme a construit sa domination dans les tuyaux plutôt que dans les puits, dans les contrats plutôt que dans les machines, dans les structures juridiques plutôt que dans les usines, démanteler ces usines ne change rien du tout. La richesse était dans le système, et le système, lui, ne se démantèle pas par décret judiciaire.